Bonjour les amis. L'examen civique porte sur ces 5 thématiques. Le jour de l'examen, vous passerez un test de 40 QCM dont 12 sont des questions de mise en situation. Pour respecter cette structure, voici une série de 10 examens blancs de 40 QCM chacun, sans répétition avec les autres séries, afin de couvrir l'intégralité des questions officielles. Vous trouverez en bas de cette vidéo des liens très utiles que nous vous recommandons de consulter pour assurer votre réussite. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec nous votre retour d'expérience. Commençons donc l'examen. Lesquels sont des symboles officiels de la République française? A. Le drapeau tricolore, l'hymne national, la fête nationale. B. Le coq, le bonnet phrygien, le buste de Marianne. C. La tour Eiffel, le fromage, le vin. D. La patrouille de France, le béret, la baguette. La bonne réponse est A. Les symboles officiels de la République sont définis par la Constitution et les lois. Question suivante. Peut-on brûler publiquement un drapeau français? A. Oui, c'est un acte symbolique protégé. B. Non, c'est toujours interdit par la loi. C. Oui, mais seulement lors de manifestations. D. Non, sauf autorisation préfectorale. La bonne réponse est B. C'est un outrage puni par la loi, car le drapeau est un symbole de la République. Question suivante. Quand la sécurité sociale a-t-elle été établie en France? A. 1789. B. 1905. C. 1945. D. 1975. La bonne réponse est C. Elle a été créée par les ordonnances de 1945 à la Libération. Question suivante. Que commémore la fête nationale? A. La victoire de 1945. B. La prise de la Bastille en 1789. C. L'armistice de 1918. D. La proclamation de la Ve République. La bonne réponse est B. Elle commémore la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération de 1790. Question suivante. En France, est-ce obligatoire de voter? A. Oui, pour toutes les élections. B. Oui, seulement pour les élections présidentielles. C. Non, le vote est un droit mais pas une obligation. D. Non, sauf pour les élections municipales. La bonne réponse est C. Le vote est facultatif en France. Question suivante. A-t-on le droit de ne pas respecter une loi? A. Oui, si l'on est en désaccord avec elle. B. Oui, si l'on proteste pacifiquement. C. Non, la loi s'applique à tous. D. Non, sauf pour les lois considérées comme injustes. La bonne réponse est C. Le principe de l'état de droit impose le respect de la loi. Question suivante. Comment sont désignés les députés? A. Ils sont nommés par le Premier ministre. B. Ils sont élus au suffrage universel direct. C. Ils sont choisis par le Président de la République. D. Ils sont élus par les grands électeurs. La bonne réponse est B. Les députés sont élus directement par les citoyens. Question suivante. Qui vote les lois? A. Le Président de la République. B. Le Premier ministre. C. Le Parlement. D. Le Conseil constitutionnel. La bonne réponse est C.
Le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, adoptent les lois. Question suivante. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental. Quels sont les 3 pouvoirs concernés? A. Exécutif, législatif, judiciaire. B. National, régional, local. C. Économique, social, environnemental. D. Présidentiel, parlementaire, gouvernemental. La bonne réponse est A. Ces 3 pouvoirs doivent être indépendants. Question suivante. Qu'est-ce que l'état de droit? A. Un état où le droit est dicté par le pouvoir exécutif. B. Un état où la loi s'impose à tous, y compris aux gouvernants. C. Un état où les juges contrôlent tous les aspects de la vie publique. D. Un état où le droit international prime sur le droit national. La bonne réponse est B. L'état de droit garantit l'égalité devant la loi. Question suivante. Que sont les droits fondamentaux? A. Des droits reconnus uniquement par les traités internationaux. B. Des droits subjectifs qui ne s'appliquent qu'aux nationaux. C. Des droits inhérents à la personne humaine, inaliénables et souvent protégés par la Constitution. D. Des droits économiques et sociaux uniquement, comme le droit au logement. La bonne réponse est C. Ils sont considérés comme essentiels à la dignité humaine et bénéficient d'une protection juridique renforcée. Question suivante. Quel droit protège principalement une personne contre une arrestation arbitraire? A. La liberté d'opinion. B. Le droit à un procès équitable et l'intervention rapide d'un juge. C. La liberté de réunion. D. Le droit de propriété. La bonne réponse est B. Le contrôle judiciaire est une garantie essentielle contre les détentions arbitraires. Question suivante. Quel est le texte fondateur établissant les droits et les devoirs de chaque citoyen français? A. Le Code civil. B. Le préambule de la Constitution de 1946. C. La Constitution de la Ve République et les textes auxquels son préambule renvoie, DDHC 1789, etc. D. La Charte de l'environnement de 2004. La bonne réponse est C. Le bloc de constitutionnalité, incluant la Constitution de 1958 et les textes cités dans son préambule, forme le socle des droits et devoirs. Question suivante. Quel texte affirme dans son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit? A. La Convention européenne des droits de l'homme. B. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La bonne réponse est C. C'est la formulation exacte de l'article 1er de la Déclaration française de 1789. Question suivante. Quand a eu lieu la Seconde Guerre mondiale? A. 1914-1918. B. 1870-1871. C. 1939-1945. D. 1945-1950. La bonne réponse est C. La Seconde Guerre mondiale s'est déroulée de 1939 à 1945 à l'échelle mondiale. Question suivante. Quand a eu lieu la Première Guerre mondiale? A. 1914-1918. B. 1939-1945. C. 1870-1871. D. 1899-1902.
La bonne réponse est A. La Première Guerre mondiale ou Grande Guerre s'est déroulée de 1914 à 1918. Question suivante. Sous quel président a été abolie la peine de mort en France? A. Charles de Gaulle. B. Georges Pompidou. C. Valéry Giscard d'Estaing. D. François Mitterrand. La bonne réponse est D. La loi d'abolition, portée par Robert Badinter, a été promulguée en 1981 sous la présidence de François Mitterrand. Question suivante. Que célèbre-t-on le 8 mai? A. La victoire de 1918. B. La capitulation allemande de 1945. C. La prise de la Bastille. D. L'appel du 18 juin. La bonne réponse est B. Le 8 mai 1945 marque la fin des combats en Europe et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Question suivante. Quelle est la première étape de la construction européenne en 1951? A. La création de l'euro. B. Le traité de Maastricht. C. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, CK. D. Le marché commun. La bonne réponse est C. La CK, mise en place par le traité de Paris en 1951, est la première communauté européenne. Question suivante. Qui était une figure de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale? A. Philippe Pétain. B. Pierre Laval. C. Jean Moulin. D. Charles Maurras. La bonne réponse est C. Jean Moulin, préfet, a unifié les mouvements de la résistance intérieure avant d'être arrêté et torturé en 1943. Question suivante. Le 11 novembre est un jour férié. À quoi correspond cette date? A. La fin de la guerre d'Algérie. B. La fin de la Seconde Guerre mondiale. C. L'armistice de la Première Guerre mondiale. D. La capitulation de l'Allemagne nazie. La bonne réponse est C. Le 11 novembre 1918, l'armistice met fin au combat de la Première Guerre mondiale. Question suivante. Depuis quand l'esclavage a-t-il été aboli en France? A. 1789. B. 1794 et définitivement en 1848. C. 1830. D. 1905. La bonne réponse est B. Une première abolition a lieu en 1794, rétablie par Napoléon en 1802, puis définitivement abolie par le décret de 1848. Question suivante. Qui a aboli l'esclavage en France? A. Louis XVI. B. Napoléon Bonaparte. C. Victor Schellelcher. D. Georges Clémenceau. La bonne réponse est C. Victor Schellelcher, sous-secrétaire d'État, a préparé et fait signer le décret d'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Question suivante. En cas de divorce, qui exerce l'autorité parentale? A. Le parent qui obtient la garde exclusive. B. Le juge aux affaires familiales. C. Les deux parents, en principe. D. L'enfant s'il est majeur. La bonne réponse est C. Sauf décision contraire du juge dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents après le divorce. Question suivante. Quelle aide permet aux personnes qui ont des difficultés financières d'avoir un avocat? A. La CMU-CB, l'aide juridictionnelle.
C. Le RSA. D. La protection juridique de la mutuelle. La bonne réponse est B. L'aide juridictionnelle est une prise en charge totale ou partielle des frais de justice, honoraires d'avocat, d'huissier, etc. en fonction des ressources. Question suivante. Qui peut demander le divorce de personnes mariées? A. Uniquement les deux époux ensemble. B. L'un des époux ou les deux. C. La famille en cas de faute grave. D. Le procureur de la République. La bonne réponse est B. Le divorce peut être demandé par un seul époux, divorce contentieux ou pour altération définitive du lien conjugal, ou par les deux, divorce par consentement mutuel. Question suivante. Auprès de quel organisme faut-il demander le remboursement des frais de santé? A. À sa mutuelle. B. À la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. C. À la CAF. D. À l'hôpital. La bonne réponse est B. La CPAM gère les remboursements de l'assurance maladie obligatoire. La mutuelle complète éventuellement ce remboursement. Question suivante. La contraception A. Est remboursée à 100% pour les mineurs. B. N'est disponible que sur ordonnance. C. Est gratuite pour toutes les femmes sans condition d'âge. D. Est interdite aux mineurs sans autorisation parentale. La bonne réponse est A. Pour les mineurs, la contraception d'urgence et les contraceptifs, y compris les implants, sont gratuits et confidentiels, sans autorisation parentale. Question suivante. Qu'est-ce que le principe de confidentialité dans le domaine de la santé? A. L'obligation de partager le dossier avec la famille. B. Le droit du patient à ce que ses informations médicales ne soient pas divulguées. C. L'obligation de déclarer certaines maladies aux autorités. D. L'interdiction pour le médecin de garder des notes. La bonne réponse est B. C'est le secret professionnel médical. Les informations concernant un patient ne peuvent être divulguées à des tiers sans son consentement, sauf exception légale. Un enseignant d'une école privée sous contrat, tenu au respect des programmes de l'État, enseigne comme vérité scientifique la théorie du dessin intelligent, créationnisme, en cours de sciences. L'inspection académique peut A. Rien faire, l'école est privée. B. Sanctionner l'établissement, car les écoles sous contrat doivent respecter les programmes officiels, qui excluent l'enseignement du créationnisme comme science. C. Interdire cet enseignement seulement s'il est financé par des fonds publics. D. Laisser faire, c'est une question de liberté pédagogique. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Les établissements privés sous contrat sont tenus de respecter les programmes et les règles de l'enseignement public. L'enseignement du créationnisme comme vérité scientifique est contraire au programme. Question suivante. Un citoyen français résidant à l'étranger est condamné définitivement pour terrorisme par la justice d'un pays tiers. L'État français peut-il le déchoir de sa nationalité? A. Non, la déchéance de nationalité est interdite par la Constitution. B. Oui, sans condition, car il a commis un acte terroriste. C. Oui, s'il est binational et que l'acte constitue un crime grave contre les intérêts fondamentaux de la nation. D. Non, la déchéance ne concerne que les naturalisés. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. La déchéance de nationalité pour un crime terroriste est possible, sous conditions strictes prévues par le Code civil, notamment la condition d'une autre nationalité pour éviter l'apatridie. Question suivante. Une loi impose à tous les candidats à un concours de la fonction publique de fournir une photographie d'identité. Cette mesure est A. Légitime pour identifier les candidats. B.
susceptible de favoriser des discriminations à l'embauche et contraire au principe d'égal accès aux emplois publics. C. Obligatoire pour des raisons de sécurité. D. Nécessaire pour les postes en contact avec le public. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. L'utilisation de photographies dans les procédures de recrutement de la fonction publique est généralement interdite ou fortement déconseillée pour prévenir les risques de discrimination. Question suivante. Un syndicat organise un piquet de grève devant l'entrée d'une usine, empêchant physiquement les non-grévistes d'y accéder. Cette action est A. Légale, c'est un mode d'action syndicale traditionnel. B. Illégale, car elle porte atteinte à la liberté du travail des non-grévistes. C. Légal, seulement si la grève est déclarée légale. D. Illégal, uniquement si des violences sont commises. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Le droit de grève ne permet pas d'empêcher par la force ou l'intimidation l'accès des non-grévistes à leur lieu de travail. C'est un abus du droit de grève. Question suivante. Un propriétaire d'un bar refuse l'entrée à une personne en fauteuil roulant, invoquant l'étroitesse des lieux et l'absence de sanitaires adaptés. Ce refus, sans aménagement raisonnable, constitue A. Une simple décision commerciale. B. Une discrimination fondée sur le handicap, interdite par la loi. C. Un acte justifié par les contraintes architecturales. D. Un refus légitime si le bar est ancien. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. La loi impose aux établissements recevant du public de rendre leurs installations accessibles aux personnes handicapées, sous peine de constituer une discrimination. Question suivante. Une association reconnue d'utilité publique organise une collecte de fonds. Elle utilise ces fonds pour financer les campagnes électorales d'un parti politique. Cette utilisation est A. Légale, si l'association le décide en assemblée générale. B. Illégale, car les associations reconnues d'utilité publique ont des obligations de gestion désintéressée et ne peuvent financer des partis politiques. C. Légale, seulement si le parti partage les objectifs de l'association. D. Illégale, uniquement si l'association a perçu des subventions publiques. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Les associations reconnues d'utilité publique sont soumises à un régime strict. Le financement d'un parti politique est généralement interdit et constitue un détournement de leur objet désintéressé. Question suivante. Un maire interdit par arrêté toute manifestation sur la place centrale de la commune, considérant qu'elle perturbe le commerce. Un collectif veut y organiser une manifestation pacifique. L'arrêté est A. Légal, car le maire est responsable de l'ordre public local. B. Illégal, car il établit une interdiction générale et absolue, disproportionnée au regard de la liberté de manifestation. C. Légal, si le préfet l'a approuvé. D. Illégal, car seul le préfet peut interdire une manifestation. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. L'interdiction préventive et générale de toute manifestation sur un lieu public emblématique est contraire à la liberté de réunion. Le maire doit réglementer, non interdire de façon absolue. Question suivante. Un chercheur universitaire publie un article mettant en cause l'efficacité d'un vaccin en utilisant des données falsifiées. L'université publique qui l'emploie peut-elle le sanctionner? A. Non, la liberté de la recherche est absolue. B. Oui, pour manquement à l'intégrité scientifique et à ses devoirs de fonctionnaire. C. Non, sauf si l'article cause un trouble à l'ordre public. D. Oui, seulement s'il a utilisé des fonds publics pour ses recherches. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. La liberté de recherche s'accompagne de devoirs, dont l'intégrité scientifique. La falsification de données constitue une faute professionnelle grave. Question suivante. Une personne placée en centre de rétention administrative en attente d'expulsion se voit refuser tout accès à un téléphone pour prévenir sa famille et contacter un avocat. Cette pratique est A. Légale,
pour des raisons de sécurité. B. Illégale, car elle porte atteinte au droit à un recours effectif et au respect des droits de la défense. C. Légale, si la durée de rétention est courte. D. Illégale, uniquement pour les personnes malades. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Les droits fondamentaux, dont le droit à un avocat et à informer sa famille, s'appliquent même en rétention administrative. Question suivante. Un parti politique diffuse pendant une campagne électorale un message audio profondément mensonger imitant la voix d'un candidat adverse pour le discréditer. Cette pratique, connue sous le nom de deepfake, est A. Une innovation de campagne couverte par la liberté d'expression. B. Potentiellement constitutive de manipulation de l'information électorale et susceptible de sanctions. C. Légal si un petit avertissement est ajouté. D. Illégal seulement si le candidat lésé porte plainte. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. La diffusion de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin peut être sanctionnée par le droit électoral, délit de manipulation de l'information. Question suivante. Un entrepreneur français souhaite embaucher un ressortissant de l'Union européenne. Il exige que celui-ci produise un titre de séjour français. Cette exigence est A. Légale, tout étranger doit avoir un titre de séjour. B. Illégale, car les citoyens de l'UE ont le droit de circuler et de travailler librement en France sans titre de séjour pendant une certaine période. C. Légale, pour des raisons de sécurité sociale. D. Illégale, uniquement si le poste est permanent. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Les citoyens de l'UE bénéficient de la libre circulation. Ils n'ont pas besoin de titre de séjour pour travailler en France pendant les 3 premiers mois, et ensuite ils peuvent obtenir un certificat d'enregistrement, mais l'employeur ne peut l'exiger comme préalable à l'embauche de la même manière que pour un non-UE. N'oubliez pas de consulter les vidéos sur les autres thématiques, qui se trouvent dans la description, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Bon courage et à la prochaine!